Bien, je disais donc bonjour à tous. Je vais me présenter brièvement. J'aime pas beaucoup parler de moi, mais quand même, il faut que vous compreniez comment je suis arrivé ici et un peu ma carrière qui est, disons, un peu particulière. Moi, je suis professeur de médecine et j'ai été pendant très longtemps chef de service d'anesthésie-réanimation à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et cette activité d'anesthésiste réanimateur et d'enseignant dans une discipline particulière qui est la réanimation, m'a conduit à avoir toute ma vie une activité opérationnelle assez intense. Et c'est à ce titre que, en même temps, j'ai eu une activité assez importante de médecin militaire au sein de la réserve opérationnelle. Et en effet, j'ai été pendant très longtemps officier de sapeurs-pompiers à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ceci pour vous dire que, outre l'anesthésie et la réanimation, je me suis beaucoup intéressé depuis très longtemps à toutes les questions de sécurité civile, qu'il s'agisse du secours à personne, de la prise en charge des blessés dans différentes circonstances, et en particulier, malheureusement, on va y venir dans les attentats, mais aussi à toute l'organisation de ce qui est la sécurité en France, ce qui progressivement m'a rapproché des forces de sécurité, en particulier de la police et de la gendarmerie, et ce qui fait qu'au terme de ma carrière de chef de service hospitalier et de professeur de médecine, qui s'est terminée l'année dernière, je suis devenu conseiller au cabinet du ministre de l'Intérieur et du préfet de police, tout en étant médecin-chef, et j'arrive à la question qui nous occupe maintenant, tout en étant médecin-chef du groupe médical de soutien opérationnel de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police à Paris, qu'on appelle autrement la brigade anti-commando. Et c'est cette activité qui m'a conduit, j'allais dire malheureusement, mais je n'ai pas choisi, qui m'a conduit à être dans la colonne d'assaut de la BRI à l'hypercachère et également dans la première colonne d'assaut qu'on appelle la colonne d'urgence de la BRI. J'ai été un des premiers à pénétrer dans le Bataclan et à y demeurer toute la nuit pour organiser, outre la sécurité médicale de mes camarades policiers, puisque normalement c'est ma tâche première, mais devant le nombre très important de blessés graves, et bien plutôt d'opter pour une activité de médecin d'évacuation et d'assurer les premiers soins de tous ces blessés très graves, enfin pas de tous, mais d'assurer l'évacuation de tous et le soin de certains qui étaient en péril imminent. Voilà un peu ma position et voilà probablement pourquoi je suis ici, c'est pour vous faire part de mon expérience. Alors je ne vous raconterai pas ce qui s'est passé à l'hypercachère ni au Bataclan parce que je pense que vous avez tous regardé la télévision, YouTube et tout, et vous savez exactement comment ça s'est passé. On a raconté les choses de façon à peu près fidèle. Je ne vous parlerai pas de ça, on pourra en parler dans la discussion qui aura lieu tout à l'heure si vous voulez avoir quelques détails. Donc je voudrais être un petit peu plus général pour un petit peu coller au thème de cette réunion fort intéressante et pour vous dire un petit peu ce que j'en ai tiré, quelques réflexions que j'ai tirées de cette expérience qui, vous l'imaginez bien, même si j'ai 40 ans de réanimation derrière moi et une quinzaine d'années d'activité de médecin de police dans des forces spécialisées dites d'intervention, vous imaginez bien que ça ne m'a pas laissé totalement indifférent, mais je n'insisterai pas là-dessus. J'insisterai plutôt sur ce qui est apparu à cette occasion comme une formidable mobilisation spontanée d'une multitude de gens, professionnels de santé ou pas professionnels de santé. En effet, des centaines de secouristes, des associations dites de sécurité civile, se sont portés volontaires ou spontanément se sont rendus sur les lieux ou sur leur base alors qu'ils n'étaient même pas d'astreinte. Et on a vu arriver des dizaines de secouristes sur les lieux des attentats. Des dizaines de sapeurs-pompiers en permission sont rejoints spontanément à leur unité pour prêter main forte ou pour assurer la relève de leurs camarades fortement éprouvés, comme vous pouvez l'imaginer. Un nombre surprenant de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes ont rejoint, en particulier le soir du 13 novembre, mais il s'est passé la même chose à Nice, leur hôpital en pleine nuit, sans même y avoir été invités pour assurer renfort et assurer encore la relève de tous ces personnels qui, évidemment, rapidement étaient extrêmement fatigués, sinon débordés.
Et puis je n'omettrai pas de mentionner le grand nombre de médecins, d'infirmiers libéraux qui sont simplement sortis de chez eux, qui sont descendus dans la rue. Eux, ils n'ont pas de structure hospitalière, ils sont tout simplement descendus dans la rue, on les a vus arriver pour offrir leurs compétences au service des secours. Alors là, on a vu véritablement, alors un moment très critique, évidemment, où on était en période, comme nous disons, en période extrêmement chaude. On a vu arriver tous ces gens-là dans ce formidable élan de solidarité. Et on aurait pu penser que, après, ma foi, la vie reprenant son cours, les choses allaient se tasser. Non, pas du tout. Ce formidable élan de solidarité, on peut s'en féliciter, ne s'est pas du tout tari. Et depuis les attentats de novembre en particulier, des centaines de citoyens ordinaires se sont rendus dans les centres de formation au premier secours, par exemple. En un mois, après l'attentat du mois de novembre, en un mois, on a organisé plus de 8000 sessions de formation au premier secours. Vous savez, ce qu'on appelle les gestes qui sauvent. Et 80 000 personnes maintenant ont été formées déjà. 80 000 personnes. Avant-hier, le ministre de l'Intérieur a lancé une campagne qu'on appelle une grande cause nationale intitulée « Adoptons les gestes et les comportements qui sauvent ». Et là déjà, ça s'est lancé avant-hier, et déjà il y a un afflux de gens qui se portent volontaires pour se faire enseigner très rapidement, en quelques heures, les gestes qui sauvent. Alors d'autres, en grand nombre, se sont enrôlés dans les associations agréées de sécurité civile, telles que la Croix-Rouge ou la Protection civile, pour ne citer que ces deux-là, mais il y en a bien d'autres. Ou encore comme sapeurs-pompiers volontaires. Il y a aujourd'hui 193 500 pompiers volontaires, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont un métier, qui travaillent tous les jours et qui, en plus de leur métier, s'engagent dans des opérations de secours avec les pompiers volontaires. D'autres encore grossissent le rang des réservistes des armées ou de la gendarmerie. Alors à cet égard, en juillet dernier, il y avait 9000 réservistes de la gendarmerie nationale et 2500 nouveaux engagements depuis le mois de juillet. C'est-à-dire que le mouvement continue. D'autres, enfin, s'engagent dans le service civique. Vous savez, ce service civique réservé aux jeunes, la limite d'âge est de 25 ans. Alors, il y a encore 5 ans, il y avait 3000 jeunes qui étaient dans le service civique. 3000 jeunes. Aujourd'hui, ils sont 70 000. Et d'ici la fin de l'année, il y en aura 120 000. Et on espère bien que dans 3 ans, il y en aura 35 000. Donc vous voyez, c'est vraiment un formidable élan qui continue. Alors quel constat peut-on en tirer? Alors, le constat, on peut dire qu'il y a un petit nombre en rupture avec les créneaux habituels de la connaissance, qui sont particulièrement sensibles aux thèses complotistes, aux révisionnistes, façonnés par des arguments, je dirais, grossiers de propagande, qui leur donnent la sensation de pouvoir se construire, en fait, s'engagent dans des projets mortifères. Mais ça, c'est un petit nombre. La masse, au contraire, s'engage pour contribuer à l'œuvre de sécurité collective. Aujourd'hui, il y a une menace qui est permanente. Et la réponse à cette menace ne passe pas seulement par la mobilisation des forces de sécurité. Ce n'est pas toujours aux autres de se faire, de faire, et nous de rester tranquillement dans notre fauteuil. Non, il faut s'engager. La sécurité passe aujourd'hui par la mobilisation de l'ensemble des citoyens. Le temps est venu pour chacun de se poser une question. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Et donc finalement pour moi, et pour ma famille, mais aussi pour ma descendance, pour les générations à venir. Les moyens sont donnés aujourd'hui. Chacun a les moyens de contribuer à l'œuvre de sécurité collective. C'est bien là le sens de l'engagement. C'est bien là le sens de la solidarité citoyenne et finalement l'un des piliers de notre devise, la fraternité, qui ne peut s'exercer que si on est libre et égaux en droit et informé, comme le disait mon prédécesseur. Il n'y a pas de petit engagement, chacun peut faire quelque chose, chacun peut contribuer à l'effort collectif en fonction de ses compétences, en fonction de sa disponibilité et même en fonction de ses envies. Chacun peut mettre ses compétences à profit, ne serait-ce que pour transmettre son savoir et transmettre son savoir-faire. Face aux risques de toute nature auxquels nous sommes confrontés, c'est en gardant notre sang-froid et par l'engagement de chacun que nous pourrons construire dans l'unité
et la solidarité une société plus forte et plus résiliente. Ce ne sont pas aux instincts qu'on doit s'adresser, comme le disait M. Bernard Cazeneuve dans un discours récent, mais à la raison et à l'intelligence. Nous sommes bien là dans le cœur du sujet proposé. Éducation, altruisme, ce sont bien là au moins 2 clés du monde positif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Safran. Comme il nous reste une petite minute 30, oui. J'en profite pour vous demander si ce discours de mobilisation au service de la République et pour la défendre est un discours qui rencontre de l'écho chez les jeunes. Bien sûr. Je vous ai donné quelques chiffres. Bien sûr que ça rencontre de l'écho. Vous savez, actuellement, il y a une grande campagne de formation, par exemple, au secourisme, aux gestes de premier secours dans les écoles et dans les collèges. Et on voit bien que les jeunes sont absolument passionnés, très intéressés. Vous voulez, ça donne un but dans l'existence, ça donne un but dans la collectivité, ça donne, si vous voulez, ça renforce la cohésion. Et ça, évidemment, c'est un moteur. Donc, pour vous répondre clairement, il y a un écho. Vous avez parlé de l'hypercachère, janvier 2015, également du Bataclan en novembre. Au Bataclan, c'est la jeunesse qui était visée. Au Bataclan, c'est la jeunesse qui était visée. C'est ce qui était tout à fait frappant, si vous voulez. Lorsque nous sommes arrivés, évidemment, on ne s'attendait pas à voir ce qu'on a vu. Et moi, j'ai été tout à fait frappé. J'ai 40 ans de médecine derrière moi, j'ai eu beaucoup de patients en réanimation. J'ai été frappé par la jeunesse. Hein, ce sont nos enfants qui étaient là. Et ça, je dois dire que c'est particulièrement traumatisant. Oh, pas pour un vieux sage comme moi tellement, mais en tout cas, je peux vous dire que mes camarades policiers ont été extrêmement traumatisés, mais aussi les pompiers et les services de secours. Pas tellement par le nombre de morts et de blessés, mais probablement surtout par leur jeunesse. Merci beaucoup, Denis Safran. Vous pouvez applaudir M. Safran, merci. Je vous laisse rejoindre la coulisse. Et...